Vous voyez ce machin? C'est une croûte de pizza. Et une croûte de pizza, normalement, c'est fait pour être jetée ou mangée, pas pour faire tomber un tueur. Et pourtant, sans cette croûte de pizza, on n'aurait probablement jamais su qui a séquestré 4 personnes dans un manoir à 4,5 millions de dollars à Washington DC. Un PDG, sa femme, leur fils de 10 ans et la gouvernante qui les servait depuis 5 ans. On n'aurait jamais su non plus qu'ils ont été retenus prisonniers pendant 19 heures. Une nuit entière. 19 heures durant lesquelles ils ont obéi, attendu, espéré. Parmi eux, il y avait ce gamin de 10 ans, champion de karting. Ils l'ont battu, poignardé, puis brûlé pour forcer son père à coopérer. Mais à la fin, la maison a été incendiée et personne n'a survécu. La police aurait pu passer à côté de toute l'affaire. Sauf que le tueur a laissé un indice, une croûte de pizza. Et cette croûte est une erreur monumentale. Le meurtrier aura au moins appris une chose, il faut finir son assiette. Début 2015, on peut dire que Savas Savopoulos a réussi tout ce qu'il a entrepris. À 46 ans, il est PDG d'American Iron Works, une entreprise de construction métallique basée à Yatesville, dans le Maryland. Une société familiale qui a participé à la construction du Verizon Center, une salle de plusieurs milliers de places, et du City Center DC, un énorme centre commercial, tout ça à Washington. Elle a même été félicitée par la secrétaire à la Défense pour avoir participé aux travaux de restauration du Pentagone après les attentats du 11 septembre 2001. Savas n'est pas juste un homme d'affaires, c'est avant tout un passionné. Il a obtenu un diplôme en droit à l'American University. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'ingénierie. En février 2014, Savas a même déposé un brevet pour un outil de soudage sans fil, avec commande à distance. Il est le genre d'homme qui ne se contente pas de diriger une entreprise. Il veut l'améliorer et surtout innover. Savas est aussi un grand amateur d'arts martiaux depuis ses 17 ans. Il s'apprête d'ailleurs à ouvrir son propre centre d'arts martiaux à Chantilly. Et ça sert à rien de chercher à faire du karaté dans l'Oise, ce Chantilly-là se trouve en Virginie aux États-Unis. Son but, c'est de créer un endroit luxueux, avec une architecture japonaise traditionnelle et même des installations pour accueillir des étudiants résidents. À côté de ça, Savas adore les sports mécaniques, l'opéra. Il est membre du Chevy Chase Country Club et c'est un philanthrope actif. Il finance le National Child Research Center, siège à son conseil d'administration, et il s'implique beaucoup dans la cathédrale grecque orthodoxe Sainte-Sophie, où sa famille est paroissienne. Il a l'air trop gentil pour pas qu'il lui arrive une merde dans cette histoire. Sa famille est washingtonienne depuis 5 générations, mais Savas a aussi des origines grecques, dont il est tout aussi fier. En gros, tout lui réussit. Mais ce succès, il l'a pas bâti seul. À ses côtés, il y a son épouse, Amy Savopoulos, qui a 47 ans. Née à Brighton, dans le Massachusetts, elle a grandi dans une famille militaire. Son père, James Martin, est colonel de l'armée américaine. Et son frère, John, est sergent-major dans le corps des Marines. Amy a beaucoup bougé dès son plus jeune âge. Elle a donc appris à s'adapter, à être ce qu'elle appelle elle-même une citoyenne du monde. Elle a étudié l'économie à l'université du Maryland, et c'est là qu'elle rencontre Savas. Ils étaient ensemble au lycée, puis se sont suivis en faculté. Et dès le départ, ils ont toujours été perçus comme le couple parfait, celui que tout le monde enviait. Ils se sont mariés le 4 juin 1994 à la cathédrale Sainte-Sophie, et depuis, ils se sont plus jamais quittés. Amy a travaillé pendant plusieurs années chez Conrenick Accounting, un cabinet comptable. Mais elle a fini par quitter son emploi afin de se consacrer entièrement à sa famille et au bénévolat. Tout était parfait quoi, c'est sûr, ça va mal finir. Avec Savas, elle a 3 enfants, 2 filles. Abigail et Katerina qui ont 19 et 16 ans et étudient dans des pensionnats prestigieux, donc elles sont pas souvent chez leurs parents. Et puis il y a Philippe, le seul garçon et benjamin de la fratrie qui a tout juste 10 ans. Il est en CM1 à la St. Alban School for Boys, une école privée réputée de Washington DC. Il est décrit par tous comme étant un enfant brillant, mature pour son âge, drôle et féru de sport. Il fait du baseball mais est aussi fan de basket et peut réciter des statistiques NBA par cœur. Mais la vraie passion de Philippe, c'est la vitesse. Il rêve de devenir pilote professionnel de Formule 1. Et pour ce faire, il a commencé par le karting. Philippe est membre de l'équipe Praga North America Karting. Et à seulement 10 ans, il a déjà couru sur des circuits à Jacksonville en Floride, à Indianapolis dans l'Indiana et à Phoenix dans l'Arizona. Un parcours bien sûr impressionnant pour un enfant de cet âge. Philippe est proche de ses sœurs aînées, qu'il adore. Les 3 enfants Savopoulos passent beaucoup de temps ensemble quand Abigail et Katerina sont à la maison. Et leur activité préférée, c'est de regarder des films en famille. En somme, Amy et Savas ont su construire une famille unie, aimante et heureuse. Reste une dernière personne dans le tableau, Veralicia Figueroa,
Vera Alicia, ou Vera comme tout le monde l'appelle, a 57 ans. Elle vient d'un petit village appelé Suchitoto, situé en République du Salvador. Dans les années 80, Vera a fui la guerre civile qui déchirait son pays, laissant derrière elle ses 2 enfants adolescents. À l'époque, elle leur a promis que leur vie serait meilleure que la sienne, et qu'elle allait travailler dur pour leur offrir un avenir. Vera est ensuite partie avec un visa touristique direction Houston, au Texas, où elle a survécu en enchaînant les petits boulots pendant 2 ans. Puis elle a rejoint Washington DC, et là-bas, des amis l'ont aidé à trouver du travail. Vera est devenue gouvernante. C'est grâce à cet emploi qu'elle a pu commencer à envoyer de l'argent à ses enfants restés au Salvador. Chaque semaine, elle leur faisait parvenir $100, parfois plus. Des années durant, cet argent a permis à ses 2 enfants de payer leurs frais de scolarité, leur nourriture, et plus généralement, tout ce dont ils avaient besoin. Vera leur avait promis et elle l'a fait. Elle s'est sacrifiée pour qu'ils aient un avenir. À Washington, elle a aussi retrouvé Bernardo Alfaro, l'un de ses amis d'enfance qui avait fui la guerre civile à l'époque, tout comme elle. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés en 2008. Ensemble, ils vivent à présent à Silver Spring, dans le Maryland. Bon, et là vous allez me dire, t'es bien gentil le cogiteur, mais quel rapport avec les Savopoulos? Eh ben, il se trouve que Vera travaille pour eux depuis déjà 5 ans. Elle gère la maison, aide Amy à s'occuper de Philippe et elle est très appréciée de tous. Au Salvador, les 2 enfants de Vera ont terminé leurs études universitaires avec brio. Son fils est ingénieur de maintenance dans une entreprise internationale à San Salvador. Et sa fille travaille dans la gestion des fournitures au sein d'un hôpital privé. Vera est fière d'eux et parle que de ça. Elle a déjà dit à toutes ses amies que dans quelques années, elle arrêtera de travailler pour aller rejoindre ses enfants au Salvador avec Bernardo. Vera a même déjà une maison qui l'attend là-bas. Et elle est impatiente de pouvoir profiter de sa retraite dans son pays d'origine, auprès de sa famille qui lui manque beaucoup. Sauf qu'en attendant, elle doit continuer à travailler. Et en mai 2015, elle est toujours gouvernante chez les Savopoulos. La famille vit au 3200 Woodland Drive Northwest, dans le quartier de Woodley Park, l'un des plus prestigieux de Washington DC. Un secteur huppé au nord-ouest de la ville qui est situé à quelques blocs seulement de la résidence officielle du vice-président des États-Unis. On parle d'un quartier où les maisons valent plusieurs millions de dollars, où les trottoirs sont impeccables, la criminalité quasi inexistante. En somme, Woodley Park est une zone calme, agréable à voir et sécurisée. Bon, vous allez voir que le prix au mètre carré va bientôt dégringoler. Les résidents sont majoritairement des diplomates, des cadres supérieurs ou des hommes d'affaires prospères. Le quartier abrite aussi le Zoo national du Smithsonian, la cathédrale nationale de Washington, et il est proche de Massachusetts Avenue, célèbre pour ses ambassades. C'est le genre d'endroit où rien de grave n'arrive jamais. Le manoir des Savopoulos, quant à lui, est une grande propriété, et la famille possède une Porsche, une Bentley, une Mosler et un Range Rover, des véhicules qui valent pour certains une petite fortune, mais n'en restent pas moins visibles depuis la rue. Chaque matin, Amy grimpe dans sa Porsche pour conduire Philippe à la St. Alban School, qui se trouve juste un peu plus haut sur la route. Savas, lui, sort souvent avec le Range Rover ou la Bentley, pour se rendre dans les locaux d'American Iron Works. Ils ont une routine rodée et une vie bien organisée. Sauf que le 13 mai 2015, tout le monde se lève comme d'habitude, sans savoir que cette existence idyllique s'apprête à voler en éclats. Ce jour-là, Savas passe l'essentiel de son après-midi dans son nouveau centre d'arts martiaux, qui doit être inauguré 2 jours après. Il veut que tout soit parfait pour l'ouverture, donc il travaille sur les derniers détails, en vérifiant que tout fonctionne bien. Quand vers 17h30, il reçoit un appel d'Amy. Elle lui demande de rentrer à la maison parce qu'elle a des plans pour sortir ce soir et aimerait que Savas s'occupe du petit. Son mari s'exécute et rentre pour veiller sur Philippe à sa place. Et oui, leur fille est de repos à la maison, il se remet doucement d'une commotion cérébrale qu'il s'est faite lors d'un accident de karting quelques jours auparavant. Vera est là aussi. Normalement, elle finit son service vers 15h, mais ce 13 mai, elle reste plus longtemps. Une décision très lourde de conséquences, parce que la famille qui l'emploie s'apprête à vivre une nuit d'horreur, qui a en réalité déjà commencé. Sauf que tout le monde l'ignore. Quelqu'un est entré dans la maison des Savopoulos. Il connaît les lieux, et sait que les propriétaires de la maison sont riches, donc forcément, il leur veut pas vraiment du bien. À partir de ce moment, Savas, Amy, Philippe et Vera sont faits prisonniers dans la demeure, et ils vont le rester pendant 19 heures. Le 13 mai 2015, vers 17h30, quand il reçoit l'appel d'Amy lui demandant de rentrer, Savas est à son studio d'arts martiaux à Chantilly. Et il n'est pas seul. Il est avec la seconde gouvernante de la famille, Nelitza Gutiérrez, qui travaille pour eux depuis 20 ans, et lui donne un coup de main.
Après avoir parlé à son épouse, son employeur lui dit qu'il doit y aller et quitte le studio vers 18h. À ce moment, tout semble normal. On ne sait pas vraiment à quel moment l'intrusion a eu lieu. Il se pourrait que ce soit à l'instant où Savas est revenu à la maison pour s'occuper de Philippe. Certains croient que quelqu'un était déjà dans la maison à l'attendre quand il a passé la porte. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, la situation bascule. Quelqu'un prend le contrôle de la maison faisant de Savas, Amy, Philippe et Vera ses otages. Cet individu a un plan précis en tête, à commencer par faire en sorte que Nelitsa, qui doit venir le jour suivant, ne le fasse finalement pas. Aux alentours de 21h30, il force donc Savas à l'appeler, puis à lui laisser un message vocal. Sa voix est calme, posée, mais ses propos sont assez étranges. Il dit à Nelitsa que c'est pas la peine qu'elle vienne travailler le 14 mai. Savas précise aussi qu'Amy est clouée au lit parce qu'elle est malade, que Philippe se remet de sa commotion, et que Vera va passer la nuit sur place pour donner un coup de main. Il ajoute aussi que le téléphone de cette dernière est déchargé, et qu'ils n'ont pas de chargeur compatible. Malheureusement, Nelitsa n'écoute pas ce message sur le moment. Et le 13 mai, la soirée d'enfer se poursuit au 3200 Woodland Drive. Tard dans la nuit, une commande est passée chez Domino's Pizza, un établissement situé à environ 3 km de la maison. Le livreur arrive devant le manoir peu avant minuit, et il frappe pas à la porte, parce qu'il n'a pas besoin. Consigne lui a été donnée de ne pas le faire. Il dépose simplement la pizza commandée à l'entrée et ramasse l'enveloppe contenant l'argent liquide qui l'attend déjà là. Le livreur prend donc l'argent et repart, sans se douter une seule seconde que 4 personnes sont retenues contre leur gré à l'intérieur de cette maison. Je sais, vous vous demandez sûrement pourquoi le livreur a pas trouvé ça bizarre. Je vous rappelle qu'on est dans un quartier de millionnaires. Une enveloppe de cash, ça choque personne. La nuit passe, alors que Savas, Amy et Vera sont sur des chaises, attachées avec du ruban adhésif. Complètement impuissant. Philippe est quant à lui probablement dans sa chambre. Les heures s'écoulent lentement, jusqu'à ce que le 14 mai 2015, vers 7h, Bernardo, le mari de Vera, commence à s'inquiéter. Il travaille de nuit et s'est aperçu en rentrant du boulot qu'elle n'était pas là, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Bernardo essaie évidemment d'appeler Vera pour avoir des nouvelles, mais il n'obtient pas de réponse. C'est ainsi qu'il décide d'aller au 3200 Woodland Drive dans la matinée, pour voir ce qui se passe. Quand Bernardo arrive devant la maison, il voit la Porsche d'Amy garée dans la rue. Une chose inhabituelle, vu que généralement, elle est dans le garage. Surpris, l'homme frappe à la porte, mais personne répond. Il frappe encore et encore, mais toujours rien. Même s'il entend distinctement un bruit de chaise qui racle le sol, puis son téléphone qui sonne. C'est Savas. Il dit à Bernardo qu'Amy ne se sentait pas bien et qu'elle est allée à l'hôpital accompagnée de Vera. Savas précise qu'il va faire des recherches pour savoir dans quel établissement elles se sont rendues, en promettant de le rappeler quand il aura obtenu une réponse. Bernardo trouve ça étrange, parce qu'il sait que Vera ne conduit pas et qu'en plus, elle parle pas très bien anglais. Pourquoi l'envoyer, elle, à l'hôpital avec Amy ? Pour Bernardo, ça n'a aucun sens, et il n'hésite pas à en faire part à Savas. Mais ce dernier insiste, tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après avoir raccroché, l'époux de Vera a un mauvais pressentiment. Il sent clairement que quelque chose tourne pas rond dans tout ça. Bernardo continue d'ailleurs de l'appeler, mais elle ne décroche pas une seule fois. Nelitsa, de son côté, consulte son répondeur, et quand elle écoute le message laissé par Savas la veille au soir, elle tique immédiatement. Premièrement, quand ils se sont quittés le 13 mai en fin d'après-midi, Savas lui a clairement dit qu'Amy comptait sortir, pas qu'elle était souffrante. Deuxièmement, Vera ne dort jamais chez les Savopoulos. C'est simple, depuis qu'ils l'ont embauchée, ça n'est arrivé aucune fois. Pour finir, cette histoire de téléphone déchargé, sans possibilité d'être rechargé, est franchement absurde, vu qu'il y a des iPhones partout dans la maison. À 9h30, Nelitsa reçoit un message d'Amy. Le message est assez court et direct. « Je veux m'assurer que tu viens pas aujourd'hui. Si tu pouvais venir lundi, ce serait génial. » Nelitsa rappelle immédiatement Amy, mais tombe sur le répondeur. Elle répond donc par SMS, sauf que là encore, c'est le silence radio. Entre le curieux message de Savas et la réaction de sa femme, l'angoisse monte chez Nelitsa. Sauf qu'elle sait pas quoi faire de plus. Pendant ce temps, dans le manoir, le plan mis en place par l'intrus suit son cours. Durant la nuit précédente, Savas a appelé son assistant, Jordan Wallace. Jordan a 28 ans et travaille pour lui depuis 2 mois. Il a fait la connaissance des Savopoulos parce qu'il donnait des cours de karting à Philippe. Savas l'a ensuite embauché pour faire des courses, conduire les membres de la famille et s'occuper de diverses tâches en mars 2015. Le soir du 13 mai,
L'homme a laissé un message vocal à son nouvel assistant pour lui dire qu'il y avait un changement dans les plans du lendemain. Au lieu d'aller au studio d'arts martiaux comme c'était prévu, Savas a demandé à Jordan de se rendre dans les locaux d'American Iron Works pour récupérer un paquet. Quand il écoute son message, il se demande quelle mouche a piqué son patron. Mais bon, c'est la nouvelle consigne à suivre, donc il obéit. Le lendemain, dans la matinée, Jordan se rend sur place et s'entretient avec le directeur financier de l'entreprise. Les deux hommes vont ensuite à la banque ensemble, une scène entièrement filmée par les caméras de surveillance de l'établissement. Là-bas, le directeur financier retire 40 000 $ en liquide, 4 grosses liasses de billets de 100 $ qu'il met dans une enveloppe en papier, avant de la remettre à Jordan. À 9h, ce dernier envoie un SMS à sa copine, accompagné d'une photo du sac rouge dans lequel il a mis l'enveloppe. Puis ils s'étonnent ensemble de l'importance de la somme. À 10h15, Jordan arrive au 3200 Woodland Drive. Il se gare devant la maison et ne frappe pas à la porte. Tout comme le livreur de pizza la veille, il a reçu des instructions précises. Savas a dit à Jordan qu'il serait en conférence téléphonique et qu'il fallait pas le déranger. Il doit simplement entrer dans le garage, déposer l'argent sur le siège d'une voiture garée là et envoyer un SMS de confirmation à son employeur avant de quitter les lieux. Un SMS qui, encore une fois, reste sans réponse. Il est environ 10h30 quand Jordan repart. Direction le studio d'arts martiaux de Savas à Chantilly. À partir de ce moment-là, plus rien. Les téléphones du chef d'entreprise et de sa femme cessent totalement d'émettre vers 11h54, entre 11h30 et midi. Quelque chose d'abominable se passe dans cette maison. Les 4 otages sont victimes d'un meurtre d'une violence sans nom. Savas, Amy et Vera sont battus avec une batte de baseball, une Louisville Slugger, ironiquement offerte par le grand-père d'Amy à Philippe. Ils sont frappés à la tête, encore et encore, avant d'être étranglés. Philippe, lui, est poignardé et reçoit également quelques coups de batte. L'autopsie révélera qu'il a subi des blessures thermiques et par objets tranchants. Brûlure thermique, ça veut dire qu'il a été brûlé alors qu'il était encore en vie. L'enfant de 10 ans a été torturé, probablement pour forcer son père à coopérer, à donner de l'argent et à faire ce qu'on lui demandait. Philippe a été battu, poignardé, puis brûlé vif. Une fois les 4 victimes mortes, le tueur commence à effacer ses traces. Il récupère les 40 000 $ et les clés de la Porsche d'Amy. Après ça, il verse de l'essence sur les corps, partout dans la pièce, et met le feu dans la chambre de Philippe, au 2e étage. Les flammes se propagent rapidement, et alors que toute la maison s'enflamme, le meurtrier quitte les lieux dans l'un des véhicules des Savopoulos. C'est un ouvrier, travaillant dans le quartier, qui appelle le 911 à 13h15. Après avoir vu d'épais nuages de fumée noire s'échapper du manoir. Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard, et quand ils entrent à l'intérieur, une forte odeur d'essence les prend au nez, dès le départ. Il n'y a aucun doute concernant le fait que l'incendie est d'origine criminelle. Ils trouvent 3 des victimes dans la même chambre, Savas, Amy et Vera, toujours ligotés sur des chaises, et tellement brûlés qu'ils en sont devenus méconnaissables. Le corps de Philippe est quant à lui dans sa chambre, juste à côté. Il est dans son lit, carbonisé. Savas, Amy et leur fils sont déclarés morts sur place. Vera, elle, respire encore. Les secours lui administrent un massage cardiaque et la transportent d'urgence à l'hôpital. Malgré les efforts de l'équipe soignante, elle s'éteint quelques heures plus tard, des suites de ses graves blessures. Les 4 victimes ont été retenues en otage pendant environ 19 heures, du mercredi 13 mai aux alentours de 18 h jusqu'au jeudi 14 mai, vers 11h30 midi. 19 heures, durant lesquelles Savas a dû passer des appels, envoyer des messages et organiser le retrait de 40 000 $, tout ça sous la contrainte. 19 heures, pendant lesquelles Amy, Philippe et Vera ont été terrorisés. Et au bout de ces 19 heures, malgré leur coopération et l'argent récupéré, tout le monde a été massacré. Parce qu'en réalité, le plan n'a jamais été de les laisser en vie s'ils ne résistaient pas. Dès le départ, ils étaient condamnés. Mais qui pouvait en vouloir à cette famille au point de brûler vif leur enfant et de tuer leur employé de maison, qui n'avait rien à voir dans tout ça? Pendant que les enquêteurs investissent la scène de crime, le seul qui a la réponse à cette question est au volant de la Porsche de ses victimes, et il file à toute vitesse. Les caméras de circulation suivent le véhicule. Il traverse Washington DC, direction le Maryland, et arrive dans le comté de Prince George, à New Carrollton, à 13h. Le conducteur se gare sur un parking d'église, arrose l'habitacle d'essence, craque une allumette et met le feu à la voiture avant de prendre la fuite. Les pompiers trouvent la Porsche carbonisée. Quelques heures plus tard, à l'intérieur, il y a des preuves, et notamment de l'ADN, celui du tueur. Et dans la maison incendiée, les enquêteurs trouvent autre chose, une boîte de pizza Domino's. Il reste la moitié de la pizza, et des croûtes ont été laissées sur le côté.
Des croûtes comportant des traces de salive, qui sont donc pleines d'ADN. Le 18 mai 2015, 4 jours après la découverte des corps, les échantillons sont analysés et passés dans la base de données CODIS du FBI. Et là, bingo, il y a une correspondance. L'ADN laissé sur les croûtes de pizza appartient à un homme de 34 ans, résident de Lanham, mais originaire de Guyane. Un ancien marine, actuellement soudeur certifié. Un homme très peu recommandable, qui a travaillé pour American Iron Works de 2003 à 2005, une année durant laquelle il a été licencié pour motif grave. Vous l'avez deviné, cet homme connaît donc bien Savas Savopoulos, et il a jamais pardonné. Son nom, Darren Dylan Wint. Darren Wint est un nom qui ne dit rien au grand public, mais il va très vite faire les gros titres parce qu'il n'est pas inconnu des autorités. Loin de là. Disons qu'il occupe plusieurs gigaoctets dans les ordis du commissariat. Né le 27 novembre 1980 en Guyane, il immigre aux États-Unis en 2000, à l'âge de 19 ou 20 ans, et s'installe à Lanham, dans le Maryland, où vit une importante communauté caribéenne. En 2001, Darren s'engage dans le corps des Marines des États-Unis. Pour lui, c'est une opportunité en or. Une chance de se construire une vie stable. Mais ça dure que quelques mois. Bah oui, parce que Darren est renvoyé avant même d'avoir terminé son entraînement de base, officiellement, pour raison médicale. Il retourne donc dans le Maryland, et en 2003, il décroche un emploi de soudeur chez American Iron Works, l'entreprise de Savas Savopoulos. C'est là qu'il le rencontre pour la première fois. Depuis qu'il a ouvert sa société, Savas est connu pour être un patron accessible, qui aime passer du temps avec ses soudeurs et ses ouvriers sur les chantiers. Darren est un employé très compétent dans son domaine. Il aurait donc rapidement tissé des liens avec son employeur. Et leur amitié se serait poursuivie après son licenciement. Il aurait même fait quelques travaux au manoir des Savas. Je dis serait et aurait parce que ça, c'est la version des proches de Darren. Et vu le pédigré, je me permets de mettre au conditionnel. Quoi qu'il en soit, un voisin du quartier a déclaré l'avoir vu marcher dans la rue en direction de la maison des Savopoulos à plusieurs reprises. Oui, mais voilà, il y a un autre son de cloche, celui d'un ancien collègue de Darren, qui dit avoir perdu un grand ami avec la mort de Savas. Cet homme raconte une toute autre histoire. Selon lui, Darren ne s'entendait avec personne quand il travaillait là-bas, notamment parce qu'il était difficile, colérique et incapable de gérer la moindre frustration. Et en 2005, 2 ans seulement après son embauche, il a été licencié pour avoir menacé un collègue avec un couteau. Même s'il est clairement en tort, pour le soudeur, c'est un coup dur. Il perd son emploi, une source de revenus stable, et peut-être aussi ce lien avec Savas, s'il existait vraiment. En 2008, puis à nouveau en 2009, Darren tente de se faire réembaucher chez American Iron Works. À chaque fois, l'entreprise refuse. Et ce refus, il l'accepte pas. Il l'oublie pas non plus. Après son renvoi de la société de Savas, la vie de Darren part complètement en vrille. Son casier judiciaire commence à s'allonger et c'est pas joli à voir. En 2006, à Oswego, dans l'État de New York, il est arrêté pour avoir poignardé un homme. Et c'est que le début. Cette même année, un certain Michael Babcock rapporte une histoire glaçante aux autorités. L'homme signale que Darren et sa petite amie étaient chez sa cousine et refusaient de partir. Il est donc venu avec un autre cousin pour l'aider à les mettre dehors. Une dispute éclate, mais chacun rentre de son côté. Sauf que sur le chemin retour, Darren tend une embuscade à Michael. Il surgit de nulle part avec des couteaux et se met à le frapper sans relâche. Michael est poignardé au poignet, et ce n'est qu'en regardant sa chemise plus tard qu'il réalise qu'il a aussi des entailles au niveau de la poitrine et du ventre. En réalité, Darren a essayé de le tuer. Forcément, il est arrêté, inculpé pour agression au 3e degré, et une ordonnance restrictive est émise contre lui, pour qu'il reste loin de sa victime. Je pense que ça aurait été bien qu'il reste loin de tout le monde en vrai. Mais 6 mois plus tard, en juin 2007, juste avant son audience au tribunal, il tend une seconde embuscade à Michael. Cette fois, sur un pont, il est avec sa petite amie, quand Darren l'attaque. Et là, il le poignarde au cou. Selon les médecins, si le coup avait été porté un peu plus bas, Michael en serait mort avant même d'arriver à l'hôpital le plus proche. Pour ces 2 agressions à l'arme blanche, Darren est condamné à purger 89 jours de prison. 89 jours pour avoir poignardé un homme 2 fois, dont une au cou. Oui, c'est tout. Après sa sortie en 2007, Darren poignarde encore un autre homme et écope de 10 mois de prison. Il sort en 2008 et retourne dans le Maryland. Mais il n'a pas retenu la leçon et pas changé du tout. En 2009, Darren est à nouveau condamné pour agression au 2e degré et il prend 30 jours de prison. Il aurait suivi une femme à la sortie d'une discothèque, l'aurait frappée au visage et elle serait tombée au sol.
avant de s'enfuir avec ses amis. Daron est également accusé d'une infraction sexuelle au 4e degré, mais les charges sont abandonnées. En 2010, il menace de tuer une femme et sa fille en bas âge. Il cambriole son appartement, vole sa télévision puis vandalise sa voiture en cassant le pare-brise et la vitre arrière. Dans le rapport de police, il est mentionné que Daron a déclaré qu'il était doué avec un couteau, qu'il pouvait les tuer facilement et qu'il n'avait pas peur de la police. Tant qu'à faire, Daron plaide aussi coupable d'une accusation de destruction de propriété. Après quoi, il se voit condamné à 60 jours de prison, avec un crédit de 32 jours déjà purgé. Mais c'est son père le juge ou quoi ? 3 ordonnances de protection sont également déposées contre lui à différents moments. Au total, Daron Wint a plus de 30 arrestations à son actif. Agression, coup de couteau, menace de mort, harcèlement, cambriolage et violence d'ordonnances restrictives. La totale salade tomate-oignon et pourtant il est dehors, tranquillement. Son profil montre qu'il peut faire preuve d'une violence extrême, récurrente et incontrôlable. Et puis, il y a avril 2010. 5 ans après avoir été viré de chez American Iron Works, Daron est arrêté dans une station-service, juste en face du siège de l'entreprise. Il est armé d'une machette de 60 cm et d'un pistolet à air comprimé. Les charges pour port d'armes illicites sont finalement abandonnées. Et Daron plaide coupable à une charge mineure de possession d'un contenant d'alcool ouvert. Malgré tout, cet incident ne manque pas de soulever une question inquiétante. Que faisait-il armé devant la société de Savas ? Une station-service située pile devant. C'est un point d'observation parfait. Un endroit d'où on peut surveiller qui entre, qui sort, à quelle heure Savas arrive et à quelle heure il part. Des experts en sécurité ont analysé cette affaire. Et ils estiment que Daron était probablement en train de faire de la surveillance. Peut-être même qu'il attendait le bon moment pour attaquer Savas. Il connaissait American Iron Works. C'était un point de départ logique pour commencer à traquer son ancien patron, s'il ne connaissait pas son adresse personnelle. Et vu qu'il était armé, il aurait été prêt à passer à l'acte ce jour-là. Mais les autorités l'ont arrêté avant, raison pour laquelle il s'en est tiré à bon compte une fois de plus. Les enquêteurs découvrent au passage que le cousin de Daron a lui aussi été licencié d'American Iron Works en 2005, la même année que lui. Cousin qui avait menacé de brûler la boîte. Les chiens font pas des chats. L'entreprise avait dû demander une ordonnance restrictive contre lui pour l'empêcher de s'approcher des lieux. Il y avait visiblement une rancœur familiale contre cette entreprise et contre Savas. Ce qui nous amène en mai 2015. À ce moment, Daron a 34 ans. Il est au chômage et vit chez son père et sa belle-mère. D'après son beau-frère, il avait besoin d'argent pour acheter une bague de fiançailles à sa copine. Le 13 mai, Daron disparaît toute la nuit et sa belle-mère le confirme aux enquêteurs. C'est la première fois qu'il ne rentre pas dormir. Il est également absent le 14 mai. Quand il revient finalement, sa belle-mère est furieuse et une grosse dispute éclate avec son père. Quelques jours après les meurtres, Daron montre $1 200 en billets de 100 à son beau-frère. Il dit à sa petite amie qu'il a gagné à la loterie et ils partent faire du shopping ensemble à New York avec des billets de $100 tout neufs. Une femme témoigne l'avoir vu le jour des meurtres près de l'endroit où la Porsche d'Amy a été incendiée. Elle était assise à côté de lui dans une voiture et quand il a penché la tête en arrière puis secoué ses dreadlocks, elle a senti une forte odeur de fumée et d'essence. Bon, en gros, pendant que Daron galérait, Savas, lui, prospérait. Le contraste entre leurs vies était saisissant. D'un côté, Savas, un manoir à $4,5 millions à Woodley Park, des voitures de luxe à profusion, un studio d'arts martiaux qui sort de terre, une entreprise florissante et une famille aimante. Il était un pilier de sa communauté. De l'autre côté, il y a Daron. Il n'a pas de logement à lui, pas d'emploi, mais un casier judiciaire qui comptait une 30aine d'arrestations et des relations violentes. Sa vie partait en lambeaux. Pour le FBI, le mobile du crime est double. Il y a évidemment l'argent, les $40 000 que Daron a demandé à Jordan d'aller chercher. Il avait besoin de se renflouer, il était désespéré et voulait demander sa petite amie en mariage. Mais il y a autre chose, un motif beaucoup plus sombre, une rancœur vieille de 10 ans qui a tourné à l'obsession. Un sentiment d'injustice peut-être, d'avoir été licencié, rejeté et oublié. Pendant que Savas grimpait toujours plus haut, Daron n'a pas débarqué au hasard au domicile du PDG de son ancienne entreprise sur un coup de tête. Il a probablement nourri une haine tenace pendant une décennie, peut-être surveillé Savas, tout planifié, et attendu le bon moment pour agir. Le 20 mai 2015 au soir, près d'une semaine après les meurtres, le FBI décide de frapper un grand coup. Le nom de Daron Wint est rendu public, et un mandat d'arrêt est émis contre lui pour meurtre au 1er degré.
À la clé, une récompense de 25 000 $, offerte à quiconque donnera une information menant à son arrestation. Les autorités diffusent sa photo, en prévenant le public qu'il doit être considéré comme armé et dangereux. Avec tout ce remue-ménage, Darren comprend rapidement qu'il est recherché. Sa petite amie, Vanessa Hales, qui vit à Brooklyn, saute hors du lit en apprenant qu'il est recherché pour les meurtres de la famille Savopoulos. Elle appelle la police pour le dénoncer et dire qu'il est chez elle, et voit débarquer les marshals de la NYPD quelques heures plus tard. Mais il le rate de peu. Il ne trouve que Vanessa, avec le téléphone de Darren qu'ils avaient tracé. Mais lui est déjà parti. Elle coopère avec les enquêteurs et leur dit qu'il est probablement en route pour Washington, D.C., peut-être pour se rendre. Le 21 mai 2015, vers 20h, les marshals localisent Darren sur le parking de l'hôtel Howard Johnson, à College Park, dans le Maryland. Une équipe massive de surveillance se met alors en place. On parle là de plus de 20 véhicules et d'un hélicoptère. Pendant des heures, ils observent le parking. Et vers 23h, 2 véhicules quittent les lieux. Une Chevrolet Cruze blanche et un camion Cube. Les 2 véhicules roulent ensemble. Ils prennent des virages bizarres. Ils font demi-tour, comme s'ils essayaient de mener quelqu'un ou s'ils étaient perdus. Les marshals les suivent à distance depuis le ciel et le sol, puis décident de passer à l'action. À 23h30, les forces de l'ordre bloquent les 2 véhicules en se glissant entre eux à un croisement. Darren est passager dans la Cruze blanche, avec 3 femmes. Dans le camion Cube, il y a 2 hommes, dont son demi-frère, Darrell. Les 6 personnes se rendent sans résistance, et Darren ne montre aucune émotion quand il est menotté. Les agents trouvent une grande quantité d'argent liquide dans le camion, environ 10 000 $ en espèces. Le 22 mai 2015, Darren comparaît devant un juge fédéral à Washington, D.C. Il garde la tête baissée pendant toute l'audience et ne parle que pour dire son nom quand le juge lui demande. Les 5 autres personnes arrêtées avec lui sont relâchées quelques jours plus tard, et aucune d'entre elles n'est inculpée. Pendant ce temps, les preuves continuent de s'accumuler contre Darren. Son ADN n'est pas seulement sur les croûtes de pizza. Il est sur un gilet réfléchissant retrouvé dans la Porsche incendiée. Et sur un couteau coincé dans une fenêtre du sous-sol de la maison. D'ailleurs, c'est peut-être en passant par là qu'il s'est introduit dans le logement. Mais ce n'est qu'une supposition, ce point restant méconnu à l'heure actuelle. L'ADN de Darren est aussi sur 2 cheveux retrouvés dans la chambre où Philippe a été tué, dont un qui correspond parfaitement à son profil génétique. Son ADN a même été collecté dans du sang retrouvé sur des chaussures. Les enquêteurs découvrent également que Darren a effectué des recherches internet troublantes sur son téléphone dans les jours qui ont suivi les meurtres, avant même d'être identifié comme suspect dans l'affaire. Des recherches du genre « Comment battre un détecteur de mensonges ?» 10 villes refuges pour fugitifs et 5 pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. Bon, on aura connu plus discret. Il remarque aussi quelque chose d'étrange concernant son utilisation Facebook. Darren utilisait la plateforme de manière compulsive, en moyenne 80 messages ou appels par jour. Mais, entre le 13 et le 14 mai, son téléphone n'enregistre aucune activité sur Facebook. Un beau trou noir de 2 jours, pile au moment des meurtres. Pour le FBI, le dossier est maintenant très solide. Darren a été identifié, arrêté, et il est le seul inculpé. Pourtant, les enquêteurs sont convaincus qu'il n'a pas agi seul. Dans le mandat d'arrêt, un détective écrit explicitement que les crimes nécessitaient la présence et l'assistance de plus d'une personne. Parce que oui, retenir 4 otages en restant vigilant en permanence pendant 19 heures, c'est quasiment impossible pour un homme seul. Il faut pouvoir dormir, manger, même aller aux toilettes sans prendre le risque que l'un d'eux ne s'échappe ou parvienne à contre-attaquer. Comment une seule personne a-t-elle pu surveiller 3 adultes ligotés dans une chambre et Philippe dans la sienne pendant 19 heures ? Mystère. Et en dépit de cette question sans réponse, aucun complice n'a été identifié et aucune autre arrestation n'a eu lieu. L'ADN de Darren est partout sur la scène de crime, mais il n'y a que le sien. Soit il a agi seul, ce qui semble impossible, soit il avait des complices qui ont porté des gants et n'ont laissé aucune trace. Darren, de son côté, refuse de dire quoi que ce soit. Il ne pipe pas un mot lors de son arrestation, rien non plus lors de sa comparution et dans les mois qui suivent. Son avocat, qu'il avait déjà défendu dans des affaires précédentes, affirme qu'il est gentil et doux et qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Il ajoute que la police a arrêté le mauvais gars et que c'est une grosse erreur. Il va même jusqu'à dire que la famille de Darren lui a affirmé qu'il n'aime pas la pizza et n'en mange jamais, en référence à l'ADN retrouvé sur ses croûtes. Ils font des dépistages antidrogue, les avocats ? Bref, vous l'avez compris, les preuves sont là.
écrasantes, et elles pointent toutes vers Darren. L'ADN, l'argent, les recherches internet, l'absence d'alibi, l'odeur de fumée et d'essence, le passé violent et la rancœur qu'il éprouvait, tout concorde. Reste maintenant à savoir ce qu'il va dire au procès. Et s'il va enfin révéler ce qui s'est vraiment passé dans ce manoir les 13 et 14 mai 2015. Le 4 septembre 2018, 3 ans et 4 mois après les meurtres, le procès de Darren s'ouvre à la Cour supérieure du district de Columbia. À maintenant 37 ans, il fait face à 20 chefs d'accusation, 12 chefs de meurtre au premier degré avec armes et circonstances aggravantes, 4 chefs de kidnapping, un chef de cambriolage, un chef d'extorsion, un chef d'incendie criminel et un chef de vol. S'il est reconnu coupable, il encourt 4 peines de prison à perpétuité consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle. L'accusation détaille les 19 heures de séquestration. L'intrusion le 13 mai, les 4 victimes ligotées, torturées, battues avec une batte de baseball. Philippe, poignardé pour forcer son père à coopérer, les 40 000 $ extorqués, puis les 4 meurtres, malgré la livraison de l'argent et l'incendie pour détruire les preuves. Seulement, quand vient le tour de la défense de parler, elle lâche une bombe, en affirmant que Darren a été piégé par son frère Stephen et son demi-frère Darrell. Il l'aurait trompé en lui proposant d'effectuer des travaux de peinture à la maison des Savopoulos, l'aurait amené sur place, aurait commis le crime, puis l'aurait abandonné là, pour qu'il porte le chapeau. Darren aurait mangé une pizza en bas, d'où la présence de son ADN. Mais il n'aurait jamais été impliqué dans les meurtres commis à l'étage. Attendez, je croyais qu'il aimait pas la pizza. Faut savoir, Darrell et Stephen portaient des gants, mais pas lui, parce qu'ils savaient pas qu'il était sur une future scène de crime. Ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air de savoir grand-chose, Darren. La défense ajoute que l'un des cheveux retrouvés sur place pourrait appartenir à Stephen, parce que des frères peuvent avoir un ADN capillaire quasiment identique. Elle pointe aussi du doigt le fait que Jordan Wallace, l'ancien assistant de Savas, connaît Darrell Wint, la maison, et l'emplacement des caméras de surveillance. Il aurait menti à la police, pris des photos de l'argent avant de les effacer, et changé des détails de sa version plusieurs fois. Les 6 semaines qui suivent, le gouvernement présente plus de 60 témoins, incluant Jordan. Il pleure en écoutant le message vocal de Savas et admet qu'il a bien envoyé une photo de l'argent à sa petite amie. Jordan dit que c'était effectivement stupide, mais nie toute implication. Les caméras de surveillance d'un magasin Lowe's montrent d'ailleurs qu'il était à un autre endroit au moment où Darren entrait dans la maison des Savopoulos. Physiquement, il ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Il a donc un alibi béton. Stephen Wint témoigne contre son frère. Il dit qu'il a appris la théorie de la défense aux informations, et dément avoir quoi que ce soit à voir avec tout ça. Les procureurs montrent ses relevés téléphoniques et ses fiches de pointage au travail, et il s'avère qu'il a lui aussi un alibi. Darrell Wint ne témoigne pas, mais les procureurs sont en mesure de prouver, tout comme Stephen, qu'il ne peut pas être mis en cause. Darren monte enfin à la barre pour témoigner, et explique que c'est bien son demi-frère qui lui a demandé de venir pour faire des travaux de peinture, qu'il est arrivé, a bu et s'est endormi. Après ça, Darrell lui aurait donné 6 000 $, qu'il pensait être pour le paiement des fameux travaux. À aucun moment, il ne mentionne Jordan ou Stephen, seulement Darrell, et il s'applique à faire le naïf, qui ignorait tout du plan machiavélique de celui qui l'a piégé. Ouais, mais à en croire ce qui a suivi, ça a convaincu personne. Le 23 octobre 2018, le jury se retire pour délibérer, et 2 jours après, le verdict tombe. Darren est déclaré coupable des 20 chefs d'accusation. Le 1er février 2019, il est condamné à 4 peines de prison à perpétuité consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle. Après avoir tué 4 personnes de sang-froid, dont un enfant de 10 ans qu'il a torturé et brûlé vif, il dit rien et s'excuse pas. Il ne montre strictement aucun remords. En décembre 2020, Darren fait appel de sa condamnation, demandant un nouveau procès. Le 15 décembre 2022, la Cour d'appel du district de Columbia rejette largement l'appel et le laisse sans recours. En 2026, Darren Wint a 46 ans. Il est détenu dans une prison fédérale et y restera jusqu'à sa mort. Il reste le seul inculpé dans l'affaire et n'a jamais expliqué pourquoi il avait fait ça. Dès le départ, il s'est muré dans le silence et n'en est jamais sorti par la suite. Les 2 filles de Savas et Amy, Abigail et Katerina Savopoulos, avaient 19 et 16 ans en mai 2015. Elles étaient en pension quand leurs parents et leurs petits frères ont été tués. Abigail a reçu un appel de sa grand-mère. Et Katerina a été convoquée dans le bureau de la doyenne de son école. D'abord, on leur a dit qu'il y avait eu un incendie, puis la vérité. Aujourd'hui, Abigail a 30 ans et Katerina 27.
Et elles ont reconstruit leur vie loin des micros des journalistes. Veralicia Figueroa a laissé derrière elle un mari, Bernardo, et 2 enfants restés au Salvador qui ne reverront finalement jamais leur mère. Elle est morte à des milliers de kilomètres de ses proches, dans un manoir qui n'était pas le sien, et ne profitera jamais de la maison qu'elle s'était offerte à la sueur de son front. C'est assez dingue le cap de cruauté qu'il faut réussir à franchir pour commettre des actes si barbares. D'ailleurs, ça rappelle l'affaire Kyle Clifford, qui n'y était pas allé de main morte non plus. Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo sur lui, je pense qu'on est d'accord. Voilà, on est donc arrivé au bout de cette affaire criminelle. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à très vite. Bye.